après le temps fort qui vient de se dérouler à l'instant dans un autre hall, nous sommes ravis de vous accompagner. C'est bien sûr votre chaîne Cefia TV qui poursuit ses programmes tout au long de ces 3 jours. J'espère que vous passez un bon moment sur ce salon chaleureux avec plus de 1450 exposants. Et cette nouveauté cette année, c'est la chaîne Cefia TV. Cette chaîne Cefia TV qui accueille dès maintenant David Lesny. Bonjour David. Bonjour Jérôme. On va commencer dans une poignée de secondes cette keynote. David Lesny, vous êtes responsable métrologie légale. C'est ça. Chez Mettler Toledo. Et vous allez dans quelques instants nous parler de la collection Guide COFIP. Vous pouvez nous résumer en quelques mots? Alors, ça a commencé, l'aventure a commencé depuis quelques années par un premier guide qui était le guide des IPFNA. Donc, je développerai un petit peu plus tard au cours de cette conférence justement qu'est-ce qu'un IPFNA. Et cette année, on a tenu à développer justement ces guides en basculant sur les IPFA, les instruments automatiques, et le pré-emballage, justement. Alors, pour essayer de simplifier, nous allons parler de la métrologie. Qu'est-ce que la métrologie? Alors, la métrologie légale, pour résumer, hein, j'en reparlerai encore aussi. On en parle dans un instant. C'est ça. C'est les outils mis en place pour garantir la protection du consommateur. Pour résumer. Donc, c'est toutes les règles applicables pour le contrôle des instruments de pesage, les règles mises en place pour justement les caractéristiques métrologiques des instruments intégrées en fait aux chaînes de production et au contrôle en cours de production. Quand on va chez un primeur, par exemple, voilà, il pèse nos fruits. Voilà, la balance. Alors, c'est vrai que je prends toujours l'exemple, par exemple, du contrôle technique qui parle à tout le monde. Votre véhicule doit être contrôlé suivant une fréquence définie. Et puis après, vous avez le macaron comme quoi vous pouvez utiliser votre véhicule. On a le parallèle avec les instruments de pesage qui doivent subir justement la vérification régulière et les réparations associées si besoin. Très bien, eh ben, installez-vous. C'est parti dans quelques instants avec donc cette keynote avec David Lesny qui est responsable métrologie légale et qui va évoquer, donc, comme il nous le disait à l'instant, il va évoquer la nouvelle collection Guide de l'association COFIP. C'est à vous David. Très bien, merci. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence sur la présentation des 3 guides COFIP. Je vais commencer déjà par présenter le COFIP. Donc le COFIP, c'est déjà 60 ans d'histoire et compte aujourd'hui 26 membres. 26 membres au sein du COFIP. Alors le COFIP, c'est le Comité français des industriels du pesage. Donc vous allez voir, cette conférence va vraiment se focaliser sur la catégorie des instruments de pesage uniquement. Bien sûr, il y a d'autres catégories d'instruments à usage réglementé, mais cette conférence se focalisera sur les instruments de pesage, les IPFNA, donc les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, et les IPFA. Vous pouvez bien sûr aller sur le site internet du COFIP où vous retrouverez l'ensemble des adhérents. Ces adhérents qui, eux, vous retrouverez aussi au sein du salon CFIA et qui seront facilement identifiables grâce au totem que vous voyez derrière moi à proximité de leur stand. Voilà. Un point important aussi concernant le COFIP, c'est que le COFIP est le partenaire privilégié des administrations. On parlera un peu des administrations présentes au sein du processus justement lié à la métrologie légale de pesage. On peut citer le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation, et le Laboratoire national d'essai, ainsi que les directs, qui ont à charge le contrôle de ces instruments sur les sites de production. Très bien, je vais vous présenter le déroulé de mon intervention. On va déjà commencer par parler, on en a parlé un petit peu avec Jérôme tout à l'heure, de ce qu'était la métrologie légale. Ensuite, on basculera sur la partie des instruments à usage réglementé, justement ce qui amène cette conférence. Et finalement, un zoom après sur le pré-emballage. Alors, les catégories d'instruments, parce que les 2 premiers guides qui ont été publiés, le premier concerne les IPFNA. On est arrivé maintenant à une version 2 de ce guide suite à l'arrivée de la nouvelle directive européenne qui a été publiée en 2016 et de la nouvelle norme de référence, la 45501. On a fait un parallèle avec les instruments de pesage à fonctionnement automatique aussi, qui sont complémentaires aux IPFNA. Et enfin, un zoom sur le pré-emballage, donc c'est le 3e guide.
Et j'ai tenu en fait en fin de conférence à faire un point sur des retours d'expérience. C'est vrai que c'est toujours plus parlant de pouvoir faire des retours d'expérience sur des situations particulières qu'on a déjà rencontrées, nous en tant qu'organisme, en relation en fait avec nos clients. Voilà, donc la partie questions-réponses, il n'y aura pas. Donc je vais commencer directement sur la métrologie légale et vous brosser un peu les différents organismes qui gravitent dans ce monde de la métrologie légale. Donc, comme on parlait tout à l'heure, l'objectif principal de la métrologie légale, c'est bien de la protection du consommateur. Alors le consommateur, on est tous avant tout des consommateurs, donc lorsqu'on vient faire nos courses, acheter 1 kilo de pommes de terre, on s'attend à avoir 1 kilo de pommes de terre. On peut projeter cette exigence dans le cadre professionnel par le biais des transactions commerciales entre professionnels pour lequel vous commandez une quantité de produits, vous attendez à recevoir la même quantité. Et donc la métrologie légale est là pour vous garantir cette protection. Et après, on verra après comment vous pourrez l'utiliser justement pour améliorer aussi votre procédé de fabrication. Alors, parlons un peu des différents organismes. Si on commence depuis le démarrage en fait, du cycle de vie de l'instrument, on va commencer déjà dès lors au niveau des constructeurs. Les constructeurs qui sont surveillés justement par des organismes notifiés. Alors il y a des règles européennes et internationales qui sont définies pour définir des bonnes règles de pratique pour garantir justement la qualité des produits, donc des instruments de pesage dans ce cadre-là. Le LNE et le COFRAC, interviennent dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle en service. Donc c'est une fois que vous avez installé le matériel chez vous. Le LNE est là pour certifier les entreprises qui viennent réparer vos instruments. Et le COFRAC est là pour accréditer le système mis en place par les organismes dans le cadre de ce qu'on appelle la vérification périodique. Donc la vérification périodique, c'est le contrôle tous les ans et tous les 2 ans en fonction de l'utilisation que vous faites de votre instrument. Typiquement, dans le cadre des professionnels, c'est 1 an, dans le cadre de la transaction commerciale. En parallèle, on a le bureau de la métrologie qui est en lien avec les directs. Donc les directs qui ont en charge la surveillance du marché. Alors les directs viennent aussi bien surveiller les organismes qui viennent réparer et vérifier vos instruments, mais aussi vous en tant que détenteur pour garantir que vous respectez aussi vos propres obligations vis-à-vis de vos propres clients aussi. Ne pas oublier l'objectif principal qui est la protection du consommateur. Et la DGCCRF, les directs qui vont plus d'un côté la responsabilité au niveau du contrôle des instruments de mesure et la DGCCRF qui viendra, elle, de son côté, faire un contrôle de votre production pour voir si vous respectez vos obligations en tant que préemballeur et faire du contrôle par échantillonnage sur les lots en stock. Voilà, les lots en stock. Donc c'est important de bien avoir cette notion en tête que la DGCCRF vient aussi faire du contrôle sur stock. Alors on a parlé de métrologie légale, d'instruments de pesage et maintenant je vais vous présenter un petit peu les deux types d'instruments de pesage que vous êtes amenés à utiliser. On va parler des IPFA qui sont les instruments de pesage à fonctionnement automatique et les IPFNA, instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Voilà. Alors, cette différence peut avoir un impact assez important sur votre ligne de production. Je vais toujours partir sur certains exemples assez parlants. Dès lors, pour résumer, qu'on a l'intervention d'un opérateur systématiquement dans le cadre du processus de procédé de pesée, là, vous êtes face à un IPFNA. Par contre, à l'opposé, s'il n'y a pas d'intervention d'un opérateur, là on sera systématiquement dans le cadre d'un IPFA. Je tenais à faire un petit point de vigilance à ce niveau-là, parce que dans le cycle de vie d'un instrument, on peut être amené à un moment donné à intégrer un IPFNA dans une chaîne de production, ou alors vous êtes peut-être amené à acheter des instruments pour vos lignes de production en dehors du territoire national. Ce point de vigilance concernant la catégorie est très important et il faut le ramener au niveau du processus d'achat de vos équipements de mesure parce que l'impact peut être assez important au niveau de, dans un premier temps, l'organisme qui va intervenir chez vous pour faire l'entretien et le contrôle en service du matériel, car tous les organismes ne sont pas habilités, certifiés, accrédités pour pouvoir intervenir sur des IPFA ou sur des IPFNA.
Voilà. Ça, c'est vraiment un point de vigilance pour lequel il faut apporter une attention particulière, et notamment lors de l'intégration ou de la modernisation de lignes de fabrication, vous pouvez être amené finalement à transformer un IPFNA en IPFA et donc finalement rendre conforme votre installation. Donc ça, voilà, je tenais à préciser ce point concernant les deux catégories d'instruments. Alors bien sûr, vous retrouverez ces informations, entre autres, dans les deux guides liés à ces catégories d'instruments. Alors la thématique est la même, hein. Vous allez retrouver les mêmes thématiques dans ces deux guides, le guide IPFNA et le guide IPFA. Dans un premier temps, les principaux usages par métier. C'est assez pertinent, ça vous permet très rapidement de savoir justement si vous, en tant que détenteur, vous êtes amené à devoir intégrer dans votre chaîne de production ou même dans vos lignes de contrôle des instruments à usage réglementé ou non. Le cycle de vie d'instrument, je vous en parlais tout à l'heure, le cycle de vie d'un instrument va dès la mise en service jusqu'au retrait éventuellement de votre instrument. Vous pouvez être amené à un moment donné à acheter un instrument à usage réglementé et décider de le déclasser. Alors bien sûr, vous avez des obligations de déclaration vis-à-vis des directs, ça c'est un premier point. Mais au cycle de vie de l'instrument, vous êtes amené à faire appel à des organismes certifiés dans le cadre de la réparation de vos instruments. Et après, on a le contrôle périodique, la vérification périodique annuelle. Les obligations des détenteurs et des prestataires, donc ça brosse vos obligations, vous en tant que détenteur, au niveau de l'entretien du matériel, au niveau des déclarations aussi. Et enfin, on va voir l'intervention du technicien. Donc le technicien qui va intervenir chez vous pour faire les procédures de réparation ou de vérification périodique sont bien sûr à même de pouvoir vous répondre vos différentes questions que vous pouvez avoir sur le contrôle ou sur les actions préventives à mettre en place pour éviter justement d'avoir des refus au cours de vos vérifications périodiques. On en parlait justement de refus au cours des vérifications périodiques. Il y a un point qui est très important, c'est ce qui s'appelle les marques réglementaires. Lorsque vous retournerez finalement sur les sites de production, vous verrez que les instruments à usage réglementé portent certaines marques réglementaires, comme les vérifications périodiques, les scellés aussi des instruments, qui sont des éléments de vérification de la part des organismes. Donc faire attention aux procédures de nettoyage et d'entretien de votre matériel à ce niveau-là pour éviter justement de détruire ces fameuses marques réglementaires. Alors bien sûr, vous retrouvez plein d'autres informations et je vais le répéter peut-être tout au long de cette intervention. N'hésitez pas à vous rapprocher des membres du COFIP qui sont présents au CFIA, repérés par le totem que vous voyez derrière moi. Voilà. On a parlé de métrologie légale et d'instruments de pesage. Maintenant, on va partir sur le troisième volet qui est le pré-emballage. Et déjà commencer par, voilà, qu'est-ce qu'un pré-emballage ? Je ne vais pas refaire la définition réglementaire, mais typiquement le pré-emballage, là on a quelques exemples sur la présentation. Le pré-emballage, donc, c'est de toute façon un produit emballé en dehors de la présence du consommateur. Typiquement. Du coup, ça rajoute un certain niveau d'exigence, étant donné que le consommateur n'est pas présent au moment justement du conditionnement du produit. Alors, on va séparer les deux types de pré-emballage. On a les pré-emballages qu'on appelle à poids variable. Donc, typiquement, on est sur du système poids-prix. Ce n'est pas l'objet de ce guide. Là, aujourd'hui, le guide se focalise sur ce qu'on appelle les pré-emballages à quantité nominale constante, donc à poids fixe. Une petite vision d'une chaîne de production, justement pour bien identifier à quel moment justement les contrôles doivent être effectués. Et on va commencer tout doucement à rentrer justement sur les méthodes et les outils qui sont mis à votre disposition pour vous pouvoir faire le contrôle justement de ces 10 pré-emballages. Alors là, on a le schéma d'une chaîne de fabrication. Je vais partir sur un exemple. Partons sur le cas d'une boîte de conserve de haricots verts, voilà, pour changer. Donc vous avez votre machine de conditionnement, la quantité nominale visée que vous garantissez vis-à-vis de votre acheteur.
vous le mettez à l'intérieur de la dite conserve. Donc là, on va parler de tare à ce niveau-là. Déjà, premier point de vigilance, et on en reparlera justement un peu plus tard dans le retour d'expérience, c'est justement de bien maîtriser la valeur de cette dite tare. Premier point de vigilance, et c'est souvent bon, ça peut être des écarts aussi qui peuvent être détectés au cours des audits de la part de la DGCCRF ou même de vos propres acheteurs, c'est bien la maîtrise de cette tare, notamment attention dans le cadre il y a deux aspects, hein, dans le cadre du conditionnement. Si éventuellement l'emballage peut varier par rapport à la zone de stockage ou le temps de stockage aussi, ça peut être un point important. Et le deuxième aspect, c'est dans le cadre éventuellement d'un changement de fournisseur. Voilà. Il faut bien s'assurer que les caractéristiques techniques de votre fournisseur soient bien connues par rapport à votre exigence et qui bien sûr va avoir un lien avec votre procédé de fabrication. Une fois que le produit est conditionné, c'est là où on appelle maintenant le pré-emballage. Et c'est ce dit pré-emballage qui, bon, par rapport à une quantité que vous aurez définie vous-même au sein de votre système qualité, définira le lot, le fameux lot sur lequel la DGCCRF viendra justement faire du contrôle par échantillonnage pour s'assurer que vous respectez les règles applicables. Voilà le procédé de fabrication. Maintenant, comment contrôler le dit pré-emballage? Deux méthodes. On a le choix traditionnel, on va dire, du contrôle par échantillonnage à l'aide d'une balance, donc d'un IPFNA, à proximité de la chaîne de fabrication ou dans le laboratoire de contrôle, pour lequel vous allez définir une fréquence de prélèvement et justement faire le contrôle pour vous assurer que toute la chaîne de fabrication est bien maîtrisée et que vous restez sur les caractéristiques établies par rapport à la quantité nominale cible. Et le deuxième type d'instrument de contrôle que vous avez à votre disposition, c'est les trieuses. Les trieuses, donc là, qui ont l'avantage de faire un contrôle à 100% de votre fabrication. Alors, je reparlerai un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que pour la partie IPFA, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a les trieuses, mais on a aussi ce qu'on appelle les doseuses. Les doseuses, je vous ferai un petit point là-dessus tout à l'heure. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les doseuses ne sont pas des instruments légaux appropriés. Voilà, donc ça veut dire que dans tous les cas, au minimum, vous devrez avoir une trieuse ou un IPFNA pour le contrôle par échantillonnage. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. La conformité des lots. Typiquement, on a déjà un minimum d'exigence au niveau du contrôle des préemballés. On a deux points, hein, de toute façon. Le premier point, c'est la maîtrise de la moyenne des poids des produits dans le lot par rapport à la quantité nominale constante, la quantité nominale annoncée. Et vous devez aussi être dans l'obligation de maîtriser ce qu'on appelle les produits défectueux, pour lesquels vous devez avoir moins de 2%. Un autre aspect au niveau des préemballages, c'est la marque Petit E. La marque Petit E qui est... Alors, soyons clairs, il n'y a pas d'obligation réglementaire d'avoir cette fameuse marque Petit E sur vos préemballés, mais c'est un gage de qualité vis-à-vis de vos propres clients. Ou même, si vous êtes amené à faire de l'export, peut être aussi une exigence réglementaire dans le pays dans lequel vous commercialisez vos préemballés. Ça, c'est un point important à la réglementation dans chaque pays. Ça peut faire l'objet justement d'écarts qu'on évoquera tout à l'heure au niveau du retour d'expérience. Lorsque vous êtes amené à exporter ou à travailler avec des clients en dehors du territoire national, bien vous assurez qu'en amont, vous respectez bien la réglementation en vigueur. Voilà. Concernant le petit E, pour revenir au petit E, lorsque vous apposez cette marque sur vos préemballés, vous avez des exigences supplémentaires qui viennent se rajouter. La première, c'est l'autocontrôle spécifique en cours de conditionnement, avec le fameux contrôle par échantillonnage sur l'IPFNA, à usage réglementé bien sûr, et vous devez vous référer à la norme NFX 06031 qui est bien connue de la part des services qualité des préemballeurs, des conditionneurs. Et bien sûr, il y a un point supplémentaire qui arrive, c'est la notion de super défectueux.
Alors je ne vais pas rentrer dans le détail justement de qu'est-ce qu'un défectueux, super défectueux. Là, sur ce point-là, je vous invite très largement à aller chercher justement les fameux guides COFIP préemballés qui seront disponibles en version papier sur les stands, sur les différents stands, et éventuellement à échanger avec les experts que vous trouverez sur les stands des différents membres du COFIP. Donc pour aller plus loin, donc là c'est vraiment un démarrage, hein. Il y a encore plein d'autres questions, on pourrait encore parler pendant 1 heure ou 2 sur les préemballés. Typiquement, ce que vous retrouverez dans ces guides, là on est vraiment sur le cas d'une utilisation, contrairement aux 2 précédents guides qui sont vraiment ciblés sur des contrôle d'instruments de mesure, sur les instruments de mesure. Là, on est dans le cadre d'un procédé. Donc, on a la maîtrise du processus d'une manière générale. On va détailler le contrôle statistique par échantillonnage que je vous parlais sur l'IPFNA. Un petit point qui est assez intéressant, c'est de savoir finalement, vous, en tant que préemballeur, quel est le meilleur type de contrôle pour vous. Donc, soit du contrôle à 100%, soit du contrôle par échantillonnage. C'est sûr que si vous confectionnez manuellement votre préemballé, là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de trieuse et de faire du contrôle à 100%. Vous maîtrisez totalement votre processus de fabrication. La traçabilité des résultats. La traçabilité est un mot qui revient assez régulièrement à ce niveau-là. Garantir qu'en cas de contrôle, justement, vous maîtrisez, vous avez l'historique de vos résultats. Donc il y a un petit zoom là-dessus. Et puis bien sûr, que faire si vous avez un lot non conforme. Donc ça vous donne la marche à suivre. Et bien sûr, vous retrouvez d'autres informations à l'intérieur de ce guide. Alors je vois qu'il me reste 8 minutes, donc c'est parfait. Ça me laisse suffisamment de temps pour aborder le dernier point. Voilà. Ce dernier point, 2 slides assez rapidement, donc finalement j'ai 4 minutes pour chaque. Le premier concernant justement les non-conformités. Alors c'est un mot qui fait peur, mais voilà, on va voir dans un premier temps la partie pré-emballage. Quelles sont les non-conformités qu'on rencontre régulièrement, que vous êtes même vous amené à devoir résoudre, mettre en place des actions spécifiques à ce niveau-là. Concernant le pré-emballage, on a majoritairement les 3 non-conformités suivantes qui reviennent. La première, c'est l'absence d'autocontrôle pertinent. Voilà. De toute façon, dans le cadre aussi bien vis-à-vis des surveillances qui sont effectuées par la DGCCRF ou par vos propres clients, s'ils sont amenés à faire des audits chez vous, c'est de bien définir cette fréquence d'échantillonnage dans le cadre des autocontrôles pour vous assurer que vous maîtrisez totalement votre procédé, qu'il n'y ait pas de dérive en fait à l'intérieur. Donc c'est souvent la fréquence, une fréquence assez faible, peut-être si vous ne faites qu'une par jour, qui fait que au cours de la journée, vous pouvez avoir des dérives. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vous-même des audits internes de votre processus de fabrication pour être sûr de bien maîtriser cette partie-là. L'absence de prise en compte de variabilité de la tare. Alors je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la conserve de haricots verts. On a des emballages qui ont une variabilité un peu plus importante. On parle du verre notamment, tout ce qui va être bouteille. C'est sûr que l'approche que vous aurez vous, en tant que définition de la valeur de tare dans votre processus de fabrication, va dépendre typiquement de l'emballage que vous allez utiliser pour conditionner votre produit. Ça, c'est un point de vigilance vraiment important. Vous retrouvez des informations d'ailleurs dans ces guides et puis n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de votre organisme qui vient faire le contrôle de vos instruments pour échanger avec lui et voir justement comment améliorer ou maîtriser cette partie-là. Et enfin, concernant le pré-emballage, c'est le choix de la valeur qui n'est pas adaptée, souvent peut-être sous-dosée. Il y a bien la notion, attention, de défectueux, super défectueux, surtout dans le cadre de la position du petit e. Donc ça, ça va être ce genre d'écart qui va être rencontré sur les lignes de production. Maintenant, dans un deuxième temps, on va regarder les écarts qui sont rencontrés au cours des contrôles des directs ou même des organismes eux-mêmes lorsqu'ils viennent faire le contrôle de vos instruments de mesure. C'est la balance de contrôle qui n'est pas adaptée. Alors, en fonction du type d'instrument que vous allez utiliser, que ce soit un IPFNA ou un IPFA, réglementairement, vous avez des obligations au niveau de la résolution de votre instrument qui est en lien direct avec la quantité nominale minimum préemballée. Donc ça, dès que vous avez une vision sur l'achat d'un matériel, ce point-là est vraiment très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez fabriquer ?
pour pouvoir justement acheter le matériel en relation avec le produit que vous allez préemballer. Un exemple qui me vient en tête, c'est dans le cas des IPFA surtout. On a certaines chaînes de production qui sont vraiment intégrées dans le procédé de fabrication et pour lequel vous ne pouvez avoir qu'une seule valeur cible de pesée. Par exemple, vous fabriquez à 100 grammes et on va dire l'installation et l'environnement fait que de toute façon l'organisme ne peut pas faire la vérification sur toute la portée de cet instrument. Donc ça veut dire que l'organisme, le fabricant en l'occurrence, aura été dans l'obligation de qualifier votre instrument à cette valeur cible. Dans ce cas-là, 100 grammes. N'oubliez pas que si jamais vous êtes amené à faire des lots promotionnels, par exemple 10% gratuit, là vous allez introduire un deuxième point de contrôle. Donc lors de l'intégration de l'achat et de l'installation, bien voir justement votre procédé de fabrication sur le long terme, parce que réglementairement en plus ces catégories d'instruments ont une durée de vie au niveau de la validité et de la possibilité de mise en service. Et donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation compliquée lorsque vous introduisez justement des lots promotionnels, d'être obligé de changer votre matériel, on peut en arriver là. Voilà, bien gérer cette partie-là bien en amont du processus d'achat. Le deuxième, bien sûr, ça va être là, du coup, dans ce cadre-là, la réglementation qui est méconnue ou non respectée. Dans ce cadre-là, les organismes, les professionnels sont à même à pouvoir vous accompagner sur des sujets particuliers. Ça peut s'articuler aussi sous la forme d'audit sur vos chaînes de production pour voir avec vous justement si les instruments, les procédés de contrôle sont en adéquation avec votre fabrication. Et aussi, n'oubliez pas que voilà, la majorité d'entre eux sont aussi organismes de formation. Ils peuvent vous proposer ce type de prestations au niveau des formations pour vous expliquer ce qu'est la métrologie légale, quelles sont les réglementations applicables dans le cadre des utilisateurs d'instruments de pesage et justement voir les points de vigilance en relation avec votre procédé de fabrication. 3 derniers points, c'est le changement de lieu d'utilisation. On peut avoir des instruments qui passent d'un site de production à un autre. Sachez que dans tous les cas, quel que soit le type d'intervention ou quelle que soit la zone géographique, alors bien sûr je vais parler du territoire national uniquement, on ne peut pas parler que de la France à ce niveau-là, vous serez dans l'obligation de faire intervenir votre prestataire qui devra à minimum faire une vérification périodique, une nouvelle vérification périodique de votre instrument sur le nouveau lieu de contrôle. Voilà. Si éventuellement après vous vous posez la question, n'hésitez pas pareil, à vous rapprocher de l'organisme qui va pouvoir vous répondre en fonction de la situation, quelle est la prestation adaptée justement à vos besoins. L'achat du matériel, clairement j'ai fait 2-3 points de vigilance là au cours de cette conférence. C'est vraiment un point important. N'hésitez pas à intégrer votre organisme dès le départ. C'est lui qui va pouvoir justement vous conseiller et justement vous proposer l'instrument en relation avec vos besoins. Et bien sûr, voir au long terme, notamment sur les modernisations de lignes de production. Parce que comme je vous parlais tout à l'heure, il y a la notion d'intégration. On a très souvent des IPFNA, donc des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, qui sont intégrés et qui deviennent des doseuses automatiques. Et là, du coup, ça change toute la donne. C'est-à-dire que votre organisme qui avait l'habitude d'intervenir ne peut peut-être plus intervenir. Vous allez devoir en plus, en tant que doseuse automatique, faire l'acquisition d'un IPFNA de contrôle, parce que comme je vous disais, la doseuse n'est pas un instrument légal approprié. Et voilà, le conditionnement des lots promotionnels, finalement, j'en ai déjà parlé en amont. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette présentation. Bon timing. Hein. Voilà, si je peux résumer, cette conférence. Typiquement, vous retrouverez de nombreuses informations à l'intérieur de ces 3 guides. J'espère qu'ils vont pouvoir répondre aussi à vos attentes. Et un point important, rapprochez-vous de vos organismes pour toute question. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, pour vous conseiller, éventuellement vous guider après pour la mise en conformité d'installation ou pour pouvoir adapter justement vos instruments à vos besoins aussi. Et gardez en tête que voilà, la métrologie légale, c'est vrai qu'on le voit souvent comme la réglementation, les autorités, la surveillance. Mais n'oubliez pas qu'il y a un mot important, c'est la satisfaction du client et la qualité des produits que vous allez justement fournir à vos clients. Le respect de la réglementation aussi vous emmène naturellement aussi
au respect des règles, bien sûr, mais aussi à une maîtrise de votre procédé. Et la maîtrise du procédé de fabrication, ça emmène naturellement aussi à la satisfaction du client. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Sur ce plateau de Cephia TV, merci. C'était David Lesny, responsable métrologie légale de chez Mettler Toledo. On a le plaisir d'être avec vous tout au long de cette journée. Merci au public qui nous accompagne. Dans quelques instants sur Cephia TV, eh bien, nous allons évoquer ensemble les enjeux des ingrédients aromatiques. On va en parler avec Cécile Pinel du Syndicat national des ingrédients aromatiques alimentaires. Ça sera dans quelques minutes. J'espère que vous passez une belle deuxième journée, chers exposants. J'espère que vous passez une belle deuxième journée, chers visiteurs. Et puis si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que c'est tout nouveau. La chaîne Cephia TV vous accompagne désormais sur votre salon Cephia. On est ensemble dans quelques instants. La suite des programmes, on continue. À tout de suite.